Bonjour et bienvenue au podcast Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Sabrina. Salut Sabrina. Allô? Enchantée de faire ta connaissance. Merci de nous avoir contactés. Comment tu as découvert notre podcast? Mon ami Démétrie il a passé à votre podcast, je crois, il y a quelques semaines, 2, 3 semaines, je pense. C'est quelqu'un que je suis quand même proche. J'ai écouté ce qu'il avait à dire et j'ai trouvé ça vraiment bon. Puis ça m'a permis de mieux le connaître encore mieux. Donc, j'ai dit comme wow, tu sais, bravo pour ça. Puis c'est lui qui m'a dit, ouais, mais toi aussi, tu as participé. Donc, voilà, c'est comme ça que le lien s'est fait avec vous. Est-ce que tu es impliquée dans des projets communs avec lui? Oui, ben moi aussi, dans le fond, j'habite au centre Jacques-Cartier, donc on a plein de projets communs, des projets artistiques, des projets aussi communautaires. Il y a vraiment toutes sortes de comités aussi pour les gens qui fréquentent le centre. Fait que je le crois souvent, disons. Puis, dans le fond, juste pour faire une petite présentation brève de qui tu es, tu as quel âge, puis tu restes dans quel coin? J'ai 27 ans. Je reste dans Saint-Roch depuis 2 ans à peu près. Ouais. OK. Puis ton histoire avec la DPJ, ça a commencé comment? C'est une longue histoire. Dans le fond, je vais essayer de partir du début sans comme m'étaler trop dans les détails. Ben, dans le fond, c'est que moi, je connais pas ma mère, vraiment. C'était quelqu'un de très, très toxique, narcissique, qui prenait beaucoup de drogue aussi, avec des gros problèmes de santé mentale, mais tu sais, clairement, ça aidait pas à aller mieux, là, au contraire. Puis malheureusement, tu sais, elle a fait des enfants trop jeunes avec mon père. Puis les deux enfants étaient très toxiques. Puis moi, dans le fond, je suis la dernière de leurs enfants. Je suis la plus jeune. J'ai 3 grandes sœurs. Puis déjà là, quand j'étais jeune, c'était très toxique comme environnement. Mes parents se sont séparés quand j'avais environ 3 ans. Ma mère est partie comme ça du jour au lendemain, puis elle nous a abandonnés, moi et mes sœurs, avec notre père. Puis entre-temps, elle s'est fait un copain. Puis lui, malheureusement, il est pédophile. Puis on a subi des abus puis des agressions de lui. Moi en particulier, plus que les autres. Ma mère elle a perdu la garde de nous. Tu avais quel âge quand elle a perdu la garde? J'étais très jeune, peut-être environ 7, 8 ans. C'est ça, on est passé en cours, puis elle avait été jugée comme pas assez responsable pour s'occuper de nous. Mais dans le fond, on pouvait quand même aller chez elle 1 fois ou 2 semaines environ, juste une fin de semaine, 1 fois ou 2 semaines. Puis c'était cet homme-là qui venait nous chercher surtout, là, puis tu sais, ma mère a passé son temps à fumer des cigarettes, à boire sa caisse de 24 par jour, puis à gosser son ordi toute la journée. Elle était vraiment... elle était juste pas là pour nous. Puis dans cette période-là, moi, j'étais pas vraiment nourrie là-bas non plus. Il y a personne qui me faisait à manger, il y a personne qui s'occupait de moi vraiment. Puis en plus, cet homme-là, ben, il a abusé de moi aussi, quelquefois. Tu sais, moi, dans le fond, j'ai arrêté d'aller chez lui quand j'avais environ 11, 12 ans parce que j'étais rendue trop vieille pour lui, I guess. C'est Oui. qui a fait le signalement? Ça, je sais pas, honnêtement. Moi, j'étais très jeune, puis j'étais la plus jeune, puis on m'a tout le temps comme un peu caché des infos comme ça, je sais pas pourquoi. Fait que je sais pas c'est qui a fait le signalement. Ils t'ont mis dans quel milieu suite au signalement? Ben, c'est ça, dans le fond, c'est mon père qui avait comme la garde officielle, mais tu sais, on pouvait aller chez ma mère 1 fois ou 2 semaines, les fins de semaine, chez cet homme-là. Quand j'ai eu à peu près 11, 12 ans, il a arrêté de nous porter de l'intérêt. Je comprenais un peu ce que je vivais avec lui, là, les abus et tout, là, donc j'ai arrêté d'y aller. Puis là, j'ai passé temps plein chez mon père de mes 11, 12 ans jusqu'à 16, 17 ans. Fait que dans le fond, toi, t'as pas été en famille d'accueil, de ce que je comprends, ni en centre jeunesse. Oui, oui, mais c'était un peu plus tard. Ah, OK, OK.
C'est Ouais. ça, t'es resté chez ton père pendant un bon bout de temps? Ouais, puis tu sais, c'était très difficile aussi par bout. Il était très violent avec moi, avec mes sœurs aussi. Sa blonde aussi, qui s'est faite après ma mère aussi, elle a été violente avec moi. C'est une période très sombre de ma vie, là. J'étais très jeune aussi pour vivre tout ça. Puis, en gros, un jour, j'ai compris que c'était lui le problème parce qu'il était très bon pour me faire culpabiliser puis me frapper ou être manipulateur envers moi puis me faire sentir coupable puis que je méritais ce traitement-là, disons. Puis quand j'ai eu après 16 ans, j'ai compris que c'était lui qui était pas correct. Fait que là, j'ai décidé de partir comme ça. J'avais nulle part où aller. Donc, la seule option qui m'est venue en tête, c'est d'aller chez ma mère. Puis elle m'a accepté. Puis là, j'ai habité chez ma mère pendant 6 mois, à mes 16 ans. C'était, c'était n'importe quoi. J'entrerai pas dans les détails, là, mais c'était vraiment toxique, comme relation. Puis elle a été très blessante envers moi plusieurs fois. Très narcissique, profiteuse, menteuse. Elle a essayé de détruire mes seules relations significatives que j'avais avec mes amis. Elle mentait sur moi à mes amis. Elle invitait tout le temps des gars. Elle consommait beaucoup. Elle s'occupait zéro de moi. C'est moi qui faisais le ménage. C'est moi qui faisais la nourriture. C'était vraiment tout croche comme environnement. Puis aussi, c'est... Il y a une fois qu'elle m'avait amené, je pense que c'était chez Desjardins, pour m'ouvrir un compte d'assurance vie. Puis elle voulait que ce soit elle qui soit comme, je sais pas comment on appelle ça, là, mais Bénéficiaire? ouais, c'est ça, bénéficiaire. Puis si, tu sais, si je décédais d'une façon subite, c'est elle qui aurait l'argent. Puis elle était très au courant que moi, j'étais en dépression depuis que j'ai 11 ans, puis j'ai fait plusieurs tentatives de suicide, malheureusement, là. Même que des fois, elle m'encourageait à me suicider, là. Elle me disait que j'étais une erreur. Qu'est-ce qui... Ben, je sais pas si tu connais la réponse, là, mais qu'est-ce qui, selon toi, la poussait à agir comme ça envers toi? C'est pour elle, j'étais une source de revenus, là, clairement. Quand je suis revenue habiter chez elle, elle touchait plus d'argent sur son chèque. Fait que je sais qu'il y a une partie d'elle qui fonctionne comme ça, là. Parce que dans le fond, ce qui a fait que j'ai été placée, c'était après le court moment que j'ai habité chez elle. Moi, dans le fond, j'allais chercher de l'aide avec une travailleuse sociale au CLSC, que je voyais régulièrement, à chaque semaine. Puis je parlais de ce que je vivais chez ma mère et tout. C'est elle, dans le fond, qui m'a dit, là, faut que tu sortes de là, tu sais, c'est elle qui m'a référé, dans le fond, à une maison des jeunes qui avait un volet habitation. On pouvait habiter dans une chambre là-bas. Puis en dessous du building, c'était une maison des jeunes, dans le fond. Que j'ai été habiter là. Puis la journée que j'ai décidé de partir, ma mère, elle a essayé de m'en empêcher. Elle a appelé sa mère à elle, ma grand-mère. Puis les deux, ils ont essayé de m'empêcher de partir. Littéralement, elle m'a dit, comme, faut pas que tu partes parce que je veux pas perdre de l'argent, comme, que ça m'apporte que tu sois là. J'ai jamais vu cet argent-là, by the way. Elle a jamais acheté de bouffe avec, jamais de linge, jamais d'école, rien. Puis ma grand-mère, cette journée-là, c'est vraiment n'importe quoi, là, mais elle m'a dit, si tu veux t'en aller, il va falloir que tu me passes sur le corps. Ma grand-mère, elle mesure comme 4 pieds, tu sais, fait que j'ai tassé comme ça, mais tu sais, elle m'attaquait physiquement, elle me tirait les cheveux, puis elle a essayé de m'empêcher physiquement de m'en aller comme ça. Puis elle m'a dit, la dernière chose qu'elle m'a dit, c'est mon chum, il est en bas, puis il va te pogner. Ouais, fait que ça, c'est la dernière fois que j'ai vu ma grand-mère et ma mère. Ensuite, j'ai pris mes clés puis mes claques, puis je suis allée habiter dans la maison de jeunes. Toi, t'avais quel âge, dans le fond, quand que, là, c'est arrivé, ça, de partir là-bas? 16 ans. 16 ans.
Puis comment tu as trouvé ça, justement, de devoir aller dans une ressource comme ça? Très difficile, d'arriver comme ça, de devoir déménager dans ces circonstances-là, c'est vraiment difficile à vivre, là. Puis, non seulement j'avais le trauma avec ma mère, mais j'en avais avec mon père. Puis, j'avais tellement de choses, tellement de blessures. Quand je suis arrivée là, c'était horrible. Ça se peut-tu que ça s'appelle Maison Jeune Est? Oui, c'est ça, exact. Oui, hein? Ben, dans le fond, eux autres, ils ont comme c'est une maison des jeunes en bas, comme un milieu de vie que n'importe quel jeune peut aller là, chiller. Il y a une table de pool, il y a de la musique, il y a des activités et tout. Puis en haut de la maison, il y a des chambres, puis il y a des intervenants, puis il y a une cuisine commune. Les jeunes enfants ont chacun leur chambre, puis ils partagent la cuisine, puis c'est un milieu de vie, dans le fond. Puis, parce que je sais qu'à Sherbrooke, tu as Maison Jeunesse, je ne savais pas que c'était ça, en fait, mais je sais que tu as Tremplin 1630, tu as une auberge du cœur. Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi Maison Jeune Est? Ben, en fait, c'est ma travailleuse sociale. Ah, OK, OK. C'est elle, dans le fond, qui m'a comme référée là, puis elle semblait penser que c'était le meilleur endroit pour moi à ce moment-là. Comment ça a été sinon t'adapter à cette place-là, aux autres personnes qui étaient là? Puis, tu sais, Sherbrooke, je sais que c'est un milieu qui est très, très, très communautaire. Puis, autant Mhm. que tu as des milieux qui sont aidants, autant que tu as d'autres milieux qui ont beaucoup d'alcool et beaucoup de drogue. Tu sais, je veux dire, Mhm. comment ça s'est passé pour toi dans ce contexte-là, où ce que j'imagine que tu étais peut-être pas si encadré que ça non plus? Non, je n'étais pas encadrée du tout, en fait, là, parce que j'avais personne qui s'occupait de moi, hein. Mais j'ai quand même bien fait ça, parce que, dans le fond, les conneries, je les ai faites avant ce moment-là. Tu sais, j'ai quand même tombé à pleine face dans la drogue, là, quand j'étais très jeune, là. Environ 13, 14, 15 ans, je dirais que c'est les années que j'ai le plus consommé. Puis je me tenais avec les mauvaises personnes. Puis j'ai allumé vite pour une jeune de cet âge-là. Je pense que ça allait juste me détruire puis que je méritais mieux dans la vie. Donc j'ai arrêté tout du jour au lendemain, à peu près dans cette période-là, quand j'ai eu 16 ans. T'as-tu commencé à travailler aussi à cette période-là? Non, je travaillais pas. Par contre, j'avais de l'aide sociale pour payer le loyer de la chambre puis ma nourriture. OK. Puis ton école, comment ça se passait? Mais là, c'est sûr que, tu sais, dans ce contexte-là, moi, j'avais pas terminé mon secondaire, hein. Premièrement, j'avais pas la tête pour ça, puis deuxièmement, j'avais pas l'environnement pour ça. Puis quand j'ai quitté chez mon père, j'étais en secondaire 5. Donc, j'avais presque fini, mais, tu sais, j'ai dû tout abandonner du jour au lendemain comme ça, là. Fait que ça n'a pas été facile non plus pour l'école de rester accroché, mais c'est sûr que quand on est en mode survie, Exact. c'est difficile de se concentrer, c'est difficile de faire qu'est-ce qu'on a à faire. C'est impossible. En fait, c'est C'est genre, il ça. faut que t'ailles. Tu sais, la pyramide de je sais plus qui, là. Maslow. Ouais, la pyramide de Maslow, tu sais, j'ai appris ça. Puis quand t'as pas un environnement sain, de la nourriture à tous les jours, des vêtements, tu peux pas aller à l'école, là, tu peux pas travailler parce que justement, t'es en mode survie. Mais justement, dans ce foyer-là, il y avait des intervenants, des gens pour, j'imagine que oui, là, mais ça se passait comment, l'aide qu'ils vous offraient? C'était quand même bien, je pense. J'ai pas eu le meilleur soutien que j'aurais eu besoin, je pense, à cet âge-là, mais c'est compliqué aussi quand toi-même, tu te comprends pas, tu sais, à cet âge-là, c'est difficile là, de comprendre ce que je vivais, tu sais, puis moi, je faisais juste comme survivre, puis pas sombrer, là, je crois. Mais je pense il était assez présent, puis quand j'avais besoin de parler, je leur parlais, puis c'était du monde assez ouvert aussi, je pense, ça, c'était bien. As-tu essayé d'aller chercher de l'aide au CLSC? Je sais qu'ils ont quand même ils ont un bon réseau à Sherbrooke pour le soutien psychosocial, santé mentale. J'avais eu des thérapies dans le temps qui pensaient que j'étais borderline, là. Il y avait des OK. thérapies de groupe, il y avait des thérapies individuelles ou ce qui faisait de la thérapie cognitivo-comportementale.
Est-ce que toi, tu as été capable d'avoir des services à ce niveau-là? Non, parce que c'était des listes d'attente à pu finir et j'allais vraiment, vraiment pas bien. Là, à ce moment-là, j'étais en dépression majeure. Là. Puis j'avais zéro l'énergie de faire ces démarches-là, malheureusement. Qu'est-ce qui t'aurait fait du bien selon toi à cette époque-là? Bonne question. Une famille. C'est sûr. Mais, tu sais, mettons que tu aurais eu, tu sais, comme tu avais tes intervenants qui venaient te voir un peu. Tu sais, je sais qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de santé mentale qui ont accès à un service qu'on appelle suivi intensif dans la communauté. Est-ce que ça, tu penses que ça t'aurait aidé? Tu sais, quelqu'un, un intervenant qui vient te voir, je sais pas, aux 3 jours, puis qui vient vraiment peut-être un peu plus t'offrir du soutien, puis regarder avec toi comment ça se passe. Oui, c'est sûr que j'aurais besoin de cette aide-là parce que non, j'étais quand même. Cette période-là, je pense que c'était une des périodes les plus sombres de ma vie. Là. Malheureusement, j'ai fait 3 tentatives de suicide quand j'étais à la maison des jeunes. Que tu as été hospitalisé? Oui. OK. Parce que Sherbrooke, c'est quand même, c'est un peu particulier, l'urgence. En tout cas, moi, dans le temps que j'y allais, tu avais un côté urgence normale, puis tu avais un côté urgence psychiatrique. Mhm. Puis moi, quand j'avais été chercher de l'aide, puis j'avais été à l'urgence, j'étais pas restée longtemps, mais pour vrai, là, j'aurais pas été à l'aise d'avoir autant de monde qui avait pas l'air de bien aller alentour de moi, là. Toi, comment Mhm. ça s'est passé à ce niveau-là? Trauma. C'est traumatisant, là, arriver là, puis avec tout mon bagage en plus, là, c'était dark. Oui, puis honnêtement, tu sais, j'ai fait une psychose en 2020, puis quand j'ai été chercher de l'aide, ils ont pris la peine au moins de m'isoler dans un local où est-ce qu'il y avait personne d'autre que moi. Tu sais, OK. ça, une place comme Sherbrooke qui a autant de connaissances universitaires, puis que, tu sais, c'est 2 gros hôpitaux. Moi, je comprends pas comment ça se fait qu'ils n'ont pas les ressources pour isoler les gens qui ont des problèmes de santé mentale en attendant qu'ils soient vus par le médecin. Tu sais, j'étais pas vue par le médecin, là. J'avais passé au triage, puis on m'a mis d'une pièce isolée. C'est bien Ouais, moins stressant comme ça, là. c'est sûr. Non, cette période-là de ma vie, comme je vous dis, c'était horrible, puis c'était dark, puis c'était un cauchemar. Puis qu'est-ce qui t'a aidé à t'en sortir? Mon caractère, je pense que j'ai une très grande force de caractère. Puis j'ai toujours eu la foi dans la vie, dans le sens que, tu sais, je suis une bonne personne, puis je mérite d'être heureuse, puis un jour, ça allait m'arriver. Puis, tu sais, j'ai beaucoup de passion dans la vie aussi, puis je suis quelqu'un qui se fait facilement des amis aussi, tu sais. Fait que j'avais cet espoir-là, malgré tout, qu'un jour, je m'en sortirais, puis je m'épanouirais dans mes passions. Je serais bien entourée. Y a-t-il quelqu'un que tu as rencontré qui t'a tiré vers le haut? My God, c'est dur à répondre. Ça veut peut-être dire non. Ça veut peut-être dire Euh, non, ça veut peut-être dire qu'il y en a eu pas mal aussi, puis qu'on s'en rend plus ou moins compte. Tu sais, juste le fait que tu avais ta travailleuse sociale aussi qui avait l'air quand même pas mal impliquée avec toi, c'est sûr que ça aussi, ça l'a aidé. C'est souvent, Ouais. des fois, quand on pose cette question-là, il y a des personnes qu'on interviewe qui nous disent, ben, c'est comme essayer de regarder un mur de briques puis dire laquelle qui a été la plus efficace pour soutenir le mur, tu sais. Mhm. Mais tu sais, c'était vraiment compliqué ma situation, mon cas, parce que, tu sais, après ça, oui, on peut dire que j'avais un problème de santé mentale, mais tu sais, si j'ai fait ces gestes-là, c'est surtout à cause de la violence que j'ai subie, puis que personne m'a aidé avec ça non plus. Puis, tu sais, mon père est très bon manipulateur. Fait que, tu sais, quand ça s'est arrivé, tu sais, il a tout mis sur le fait que c'est moi qui ai des problèmes de santé mentale. Jamais qu'il aurait dit c'est parce que j'ai été violent avec elle, ça l'a complètement détruit. Tu comprends? Mhm. Ben oui, j'ai connu ça moi aussi, Ah ouais, pauvre toi, c'est l'enfer, hein? énormément. Puis il est C'est encore l'enfer. très, 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 très boqué, là.
Mais c'est ça, c'est beaucoup de... Tu sais, moi, quand j'ai été signalée à la DPJ, j'ai tout mis ça sur mon dos, tu sais. J'ai parlé de mes problèmes de drogue, j'ai parlé de mes problèmes de dépression, d'automutilation, mais jamais j'ai parlé de ce que mon père me faisait vivre parce que je voulais pas mettre ma mère dans marde. Mhm. Fait que moi aussi, j'en ai gardé beaucoup sur le cœur pendant longtemps, puis Mhm. durant début de ma trentaine, j'ai décidé de couper les ponts parce que Mhm. justement, il changeait pas, tu sais. Mhm. Mais lui, il est pas encore rendu là dans sa tête, là. Exact. Il a été violent avec moi, c'est parce que je le méritais, c'est parce que j'avais essayé moi Mhm. aussi de mettre fin à mes jours, puis il a mal réagi. Fait que Fait qu'on se comprend là-dessus. exactement. Fait que dans le fond, t'es resté combien de temps à la maison jeunesse? Eux autres, j'étais restée 6 mois, un an environ. OK. Puis ensuite, qu'est-ce que t'as fait quand t'es sorti de là? Ben, c'est ça, dans le fond, j'ai fait une couple de tentatives de suicide à cette période-là. Fait que, tu sais, c'est sûr, je me suis ramassée en psychiatrie, puis là, ben, ils n'ont pas eu le choix d'appeler mon père parce que c'est le seul adulte responsable qui pouvait s'occuper de moi. Fait que, après ça, je suis retournée à vivre chez lui. J'avais pas vraiment d'autre choix, en fait. Hmm. Mais moi, je me pose la question, comme au niveau de la DPJ, est-ce qu'ils venaient te rencontrer? Est-ce que tu t'es ouvert à eux? Non, j'ai comme. Je sais pas pourquoi que moi, on m'a laissé tout seul là même. Fait que toi, la travailleuse sociale, elle travaillait pour le CLLC, puis à un moment donné, quand tu es allé justement à la maison de jeunes, il n'y a pas eu de signalement qui a été fait, puis il n'y a eu aucun soutien additionnel qui t'a été offert. Non. Comme on dit, t'es tombé dans un crack du système. Oui, exact. Puis si j'ai tombé, pas à peu près. Là. Mais quand t'es retourné chez ton père, t'as-tu été pris là pendant longtemps ou l'instinct de survie a repris le dessus puis tu t'es trouvé une autre ressource? Je peux rester là longtemps, mais j'ai refait une autre tentative chez mon père, puis cette fois-là, j'ai passé proche de mourir. Fait qu'après, tu sais, je suis restée quand même un bon moment en psychiatrie, puis tu sais, c'était vraiment dur. Là. Puis après, dans le fond, il y a des intervenants à l'hôpital qui m'ont parlé comme d'une autre ressource à Sherbrooke. Ça, je pourrais pas, je me souviens vraiment plus comment ça s'appelle. Là. Mais dans le fond, c'était encore une fois une genre de maison qui accueillait des jeunes en difficulté avec une chambre. Puis, mais c'est ça, cette place-là, je suis restée 1 an environ jusqu'à mes 18 ans. Parce qu'eux autres, dans le fond, ils me mettent dehors à 18 ans. Ah, c'est pas le tremplin 16-30 d'abord. Parce Ah, que OK. 16, ça commence Ouais. à 16 ans et ça finit à 30 ans. Fait que c'est sûr que c'est pas eux autres. Ah, OK. J'ai rencontré un gars là-bas, puis on a commencé à sortir ensemble. Puis moi, après ça, je me suis pris un appartement à Sherbrooke. Puis c'était vraiment un cute appart en plus. J'avais été. Tu sais, c'était dans le vieux Sherbrooke, là. Mhm. C'était vraiment un bel appart. Puis j'étais toute contente. Puis c'était mon premier appart. Puis malheureusement, j'ai été dans une relation de violence encore une fois avec lui, là. Puis, tu sais, au début, j'étais sûre que c'était le prince charmant. Là. C'est comme ça qu'ils font les narcissiques, hein. Ouais, c'est souvent trop beau pour être vrai, là. Puis il te charme, puis C'est il est ça. tout beau. Moi, j'étais pas au courant de ça parce que j'avais fucking 18, 19 ans. Puis avec tout mon bagage en plus, tu sais, je suis née là-dedans. Fait que c'est difficile quand t'es né dans la violence de comprendre que c'est pas normal comme. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, ça peut être très insinueux. Tu sais, il y a une métaphore qu'on ramène souvent dans nos podcasts, c'est la métaphore de la grenouille dans l'eau bouillante. Tu prends une grenouille, tu la mets dans un chaudron d'eau bouillante, pouf, elle va rebondir direct. Mais si tu la Mhm. mets dans un chaudron froid, puis que tu montes le chauffage graduellement, elle va se laisser bouillir.
Elle ne saura Exact. pas détecter la température, la bonne température, où ce qu'il faut qu'elle s'en aille. C'est exactement ça. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas vu les red flags, j'ai pas vu. Mais tu sais, il était vraiment manipulateur. Puis, tu sais, il a tout fait pour que je tombe en amour avec. Il voulait qu'on se marie. C'était la grosse affaire, là, le gros conte de fées, là. En anglais, on dit que c'est du future faking. Yeah, exactly. Love bombing. Ouais, exactement. Qu'est-ce qu'il a On fait? parle tellement d'amour que tu peux pas, tu te dis, ça se peut pas qu'il soit mauvais, tu sais. C'est ça. Puis là, la personne a dit, on va faire ça dans 5 ans, puis on va faire ça dans 2 ans, puis tu vas voir, ça va être merveilleux. Puis là, ben, Exact. t'accroches bien solide parce que tu penses que ça va se passer pour vrai, mais finalement, ça se passe pas, là. Puis là, une fois que t'es dans son piège, là, il commence à révéler son vrai visage, puis c'est un monstre. Qu'est-ce qui a fait que tu as réalisé ça? Mais dans le fond, c'est que c'était très insidieux avec lui. Tu sais, il a vraiment pris son temps pour me grip comme du monde, là, pour que je sois vraiment comme complètement contrôlée par lui. Il contrôlait mon argent, il contrôlait tous les gens que je voyais. Je pouvais rien acheter, je pouvais aller voir personne, même pas sa famille à lui. J'avais des bons liens familiaux avec sa famille à lui, puis il voulait même pas qu'on aille voir sa famille à cause de ça. Il était constamment avec moi, 24 heures sur 24, on travaillait ensemble. Je peux même pas aller prendre une douche toute seule. Il embarquait dans la douche avec moi. C'est vraiment un... Jaloux possessif. Non, non, mais grave, là, tu sais. Mhm. Non, sérieux, j'ai été vraiment chanceuse de m'en sortir parce que ça aurait pu très mal finir avec lui, là. Puis dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que justement, comme je vous dis, sa famille, j'avais des bons liens avec eux, puis tu sais, je leur parlais de ce que j'y vais, puis eux autres sont très croyants dans sa famille. Donc, tu sais, ils me parlaient souvent de la foi chrétienne. Puis, tu sais, ça me faisait du bien d'entendre ces mots-là. Donc, j'ai commencé à aller à l'église avec lui. Puis, tu sais, à ce moment-là, comme ça me faisait vraiment du bien, puis j'ai commencé à parler avec un pasteur de mes problèmes, de ce que je vivais. Puis c'est lui, dans le fond, qui m'a référé à une thérapeute de couple. J'étais allée voir cette dame-là, puis mon ex, Olivier, qui s'appelle, lui était très bon pour me faire croire que c'était moi le problème, tu sais. Donc, il est jamais venu consulter avec moi. Tu sais, c'est toi qui es folle, c'est pas moi, tu sais. Fait que c'est toi qui as besoin de consulter, tu comprends? Donc, il est pas venu avec moi, tu sais, à ces séances-là. Puis moi, ben, il m'avait tellement bien manipulé puis tellement, genre, fait sentir coupable que je pensais que c'était moi le problème aussi, tu sais. Puis là, c'est ça. J'allais voir cette dame-là, super, super gentille, super, wow. Ça a pas pris 5 minutes. Elle m'a demandé, décris-moi ton quotidien avec lui. Puis ça a pas pris 5 minutes. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a dit, tu vis de la violence conjugale. J'étais comme, quoi? Tu sais, j'ai vraiment, tu sais, l'expression, là, la mâchoire qui tombe, là, c'était ça. Elle m'a enlevé le voile de lui, ces toiles d'araignée qui m'avait mis d'en face, puis elle m'a comme dit, là, t'es en danger, pour vrai, faut que tu t'en ailles. C'est le genre de gars qui peut vraiment péter une coche puis tuer sa blonde, là. Elle t'a expliqué, j'imagine, le cycle de la violence, puis elle t'a sensibilisé à ça pour que tu comprennes un peu. Ouais, elle m'a un peu expliqué ce que je vivais, parce que, tu sais, c'est ça, j'étais jeune, j'avais 18, 19 ans, tu sais, c'était la première fois de ma vie que j'entendais parler de ça, tu sais. Puis j'étais genre, ouais, OK. Puis là, elle m'a donné des numéros de shelter pour femmes, victimes de violence. Puis elle m'a dit, là, tes appels, puis tu t'en vas. Puis je l'ai fait, puis je me suis ramassée dans des shelters pour femmes à 18 ans. Puis comment ça s'est passé rendu là-bas? Ça doit pas être facile pour vrai comme cohabitation. C'était un cauchemar. C'était un vrai cauchemar parce que, comme je vous dis, tu sais, lui, il avait volé tout mon argent. Tu sais, j'avais aucune relation avec ma famille parce que ma famille, comme je l'ai expliqué, c'est ultra toxique. J'avais plus de relation avec des amis non plus. Tu sais, donc j'étais complètement démunie là, quand j'étais arrivée là-bas, là, complètement détruite et complètement démunie.
très jeune. Tu sais, c'était les femmes qui étaient là. Il y en avait quelques-unes qui étaient proches de mon âge, mais la plupart avaient 40, 50 ans. Tu sais, les intervenantes qui étaient là avaient mon âge. C'est genre. C'est un vrai cauchemar. J'ai dû quitter comme ça du jour au lendemain mon appartement, partir avec mes clés puis mes claques, mon sac à dos, tout abandonné derrière. Il fallait que je m'enfuis. Il était rendu à la violence physique avec moi. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a tabassé. Fait qu'ils m'ont expliqué que si je restais là, ma vie est en danger avec quelqu'un comme ça, parce que la violence va juste tout le temps escalader. Donc, j'ai pas eu le choix de m'en aller. Je sais pas si tu connais, tu me dis que tu connais Sherbrooke, mais je me suis ramassée à Whedon. Ah oui, Dunn, c'est dans quel coin? Je connais un peu les environs, là, mais C'est un trou. oui, c'est ça, je me disais. Mais un beau trou, c'est beau, là, tu sais, c'est vraiment dans le bois puis dans les champs. C'est pour ça que ça s'appelle Whedon. Mais tu sais, il n'y a rien là-bas, là. Il y a comme, je pense, 500 personnes. Puis il y avait un shelter pour femmes. Je les ai appelés. Ils m'ont dit, on te paye le taxi, viens-t'en. Je suis partie comme ça. Puis c'est ça, je me suis ramassée là-bas, puis ça a été très, très traumatisant, là. T'es Très, resté là très- combien de temps? Je suis restée vraiment pas longtemps parce que dans le fond, encore une fois, j'ai genre vécu un événement vraiment injuste et traumatisant, même là-bas, là. Dans le fond, il y avait une femme qui était là-bas qui avait 50 ans, environ, je dirais. Puis elle avait ses deux jeunes garçons avec elle. Puis à un moment donné, elle, dans le fond, sa chambre était sur le même étage que le mien, fait que, on était quand même proches, tu sais. Puis, à un moment donné, je l'ai entendu frapper un de ses gars, puis lui dire, si tu continues, tu vas en manger une volée, là. Tu vas manger une volée. Je l'ai entendu menacer son enfant comme ça, puis il pleurait. Fait que, moi, mon premier réflexe, ça a été d'aller dire aux intervenantes, tu sais, parce que elle est censée être là parce qu'elle vit de la violence, mais tu sais, j'ai compris que il peut y avoir des parasites dans ces milieux-là. Tu comprends qu'il y en a qui sont. Puis j'en ai croisé d'autres après parce que j'étais allée dans d'autres shelters pour femmes et il y a des femmes qui sont là, que ce sont eux les agresseurs puis qui profitent du système, là. Hmm. Elle, c'était ça. Donc, quand je l'ai dénoncée, je sais pas comment elle a fait, mais elle a réussi à convaincre comme la boss de cette place-là que j'étais tout croche, puis c'était tellement genre traumatisant à ce moment-là. Ils m'ont dit, là, faut que tu t'en ailles. Faut que tu t'en ailles. Comme on te met dehors de même dans la rue de même. Fait qu'elle a réussi à les convaincre que c'était toi le problème, quand dans le fond, c'était elle qui avait fait des actes de violence contre ses enfants. Exactement. Puis moi, je suis là, genre, j'ai rien, j'ai personne. Je m'en vais dans cette place-là parce que j'ai nulle part d'autre où aller. Puis ils m'ont, désolé, mais crissé dans la rue comme ça. Ils m'ont donné un sac de poubelle noire, puis ils m'ont dit, va-t'en. Puis dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que, encore une fois, j'ai abandonné plein de stocks derrière parce que je peux pas traîner ça dans mon sac. Genre comme une vieille poubelle, ils m'ont garoché de même dans la rue, là. Puis il y avait une intervenante qui travaillait là, qui était gentille, thanks God. Puis elle est venue me voir, puis elle m'a dit, moi, je te laisse pas tomber comme ça, c'est pas vrai, là. Puis elle m'a dit, garde, je vais t'aider comme à te trouver une autre place sécuritaire cette fois. Elle m'a embarqué dans son char, puis elle m'a emmené jusqu'au Tigre géant. Puis dans le char, elle m'a dit, Sabrina, t'es pas la première femme jeune ou whatever, tu sais, qui subit ça de cette boss-là, la boss du shelter. Elle m'a dit, moi, je la trouve vraiment dégueulasse de t'avoir fait ça, puis je veux t'aider. Qu'est-ce qu'elle Donc, t'a conseillé de faire? ben, dans le fond, elle m'a aidé à trouver un autre shelter. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que, tu sais, puis moi aussi, il fallait absolument que je change de ville parce que mon ex, il me traquait. Tu sais, lui, je suis partie, donc dans sa tête, là, il tilt, là, tu comprends? Oh, ouais, t'es à lui, puis il veut te revoir. C'est ça. Donc, j'étais vraiment en danger. Je pouvais pas rester à Sherbrooke, ça, c'est officiel, là. Donc,
Tu sais, elle m'a embarqué dans son char, elle m'a amené au Tic Géant, elle m'a aidé à m'acheter un peu de linge, à m'acheter un sac à dos pour mettre mon linge, m'acheter une bouteille d'eau, tu sais, elle m'a aidé à avoir un petit kit là, de survie, là. Puis elle m'a aidé à trouver un lift avec Amigo Express de ce Tic Géant-là jusqu'à Granby. Parce que c'était la seule ville que je connais, que je me disais, je suis déjà allée là, puis j'aimais ça. Donc, il faut que je change de ville carrément. Donc, ça m'a aidé à faire ces démarches-là. Puis, quand mon lift est arrivé, elle a attendu avec moi jusqu'à temps que le lift arrive. Puis, elle a comme pris mon numéro de téléphone aussi pour que je la tienne au courant. Moi, dans le fond, j'ai pris un Amigo Express du TIC GA jusqu'à un motel à Granby. J'ai passé la nuit là. Une des pires nuits de ma vie, là. C'est tellement... Tu sais, t'imagines-tu, genre, la double souffrance que tu vis, là? Tu sais, je me ramasse à cette place-là parce que j'ai subi de quoi de pas possible, puis ils me font resubir de quoi tellement dégueulasse et injuste, là. Alors que moi, je fais pas de mal à une mouche, là. C'est tellement... Puis, tu sais, c'est normal que tu aies été sensible à ça, étant donné tous les antécédents, les choses que tu as vues, que tu as eues, là. Ouais. Non, à ce moment-là, j'étais sûre que j'étais dans un cauchemar, là. C'est dur à battre pour vrai de quand je me sentais mal à ce moment-là. Puis ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que j'ai refait des recherches pour trouver un shelter pour femmes à Granby. Puis j'en ai trouvé un, puis thanks God, il était des amours, là. La coordinatrice était géniale, puis toutes les intervenantes qui étaient là, ils capotaient là, quand je leur ai raconté ce que l'autre place m'avait, là, capotaient. Là. Ils étaient comme, tu veux qu'on aille faire des démarches judiciaires, tu sais, pour les poursuivre. Moi, j'étais comme, oublie ça, là, tu sais, j'ai pas d'énergie pour ça, là, tu sais. J'aimerais ça, mais comme, j'ai pas... Tu sais, moi, il faut que je me reconstruise, là, tu comprends? J'ai pas d'énergie à mettre dans du monde comme ça. Mais eux autres, ils m'ont vraiment beaucoup aidé, puis ils étaient des perles, sérieusement, là. Puis c'était vraiment une belle place. Je mangeais bien, j'étais très bien traitée, je dormais quand même bien, tu sais, dans le sens que, tu sais, avec tout ça, c'est dur de bien dormir, là, mais, tu sais, j'étais quand même bien. Je suis restée là 2 mois. Puis eux autres, ils m'ont aidé à me trouver un appartement à Granby, à me louer un appartement. Ils m'ont aidé aussi à me refaire une garde-robe. Ils m'ont aidé à acheter des meubles aussi, des trucs comme ça. C'est eux qui m'ont aidé à déménager aussi, donc c'est ça. Puis là, je me suis ramassée en appartement à Granby. Puis un coup que ta situation s'est stabilisée, est-ce que tu as été capable de viser un projet de vie ou, tu sais, comme je pense que tu es photographe ou quelque Ouais, chose comme ça? C'est-tu là que ça a commencé? ouais, mais j'ai plusieurs projets de vie dans le sens que tu sais, je suis très artistique, puis il y a beaucoup de choses artistiques qui me passionnent beaucoup. Je fais de la musique, je joue de la guitare, je chante, je fais de la photo. Donc en ce moment, je me concentre plus sur ces deux projets-là. Puis à ce moment-là, quand j'étais à Granby, j'ai commencé à prendre des cours de chant parce que c'était ça qui m'appelait le plus. Puis ma prof de chant, c'était une perle. Elle a été vraiment comme un rayon de soleil dans toute cette noirceur-là. Elle était tellement gentille. Puis on est devenus tout de suite amis. Puis tu sais, elle était très touchée par ma situation aussi. Tu sais. Tu sais, je me suis fait quelques amis à Granby. J'ai rencontré des très bonnes personnes là-bas. Je suis restée dans cet appartement-là 1 an environ. Puis j'ai décidé de revenir à Sherbrooke parce que je me disais, je veux être sûre que j'ai plus aucune attache là-bas. Tu sais, je veux être sûre que si je m'en vais pour de bon, je le regretterai pas. Donc, je suis revenue, je me suis reloué un appartement à Sherbrooke, qui était vraiment sketch, là. Tu sais, tu parlais des secteurs sketch de Sherbrooke, là. J'étais en plein dedans, là. C'était dangereux, là. Mes voisins d'en face, clairement, c'était des vendeurs de coke puis du monde. Ben, moi, j'ai déjà eu un meurtre, quelqu'un qui s'était fait donner de la drogue, genre c'était un overdose, mais c'était un meurtre qui était camouflé en overdose. Oh my God. Ouais, en face de quand j'habitais sur la rue Wellington, là, l'immeuble en face, il y avait un dépanneur, puis au-dessus, là, c'était là que ça s'était passé. Il venait juste d'arriver. Aïe, aïe.
Ouais. Mais c'est ça, attends, il y a une rue. C'est quoi la rue déjà? Mais tu sais, c'est dans le centre-ville, proche de la Wellington, Mhm. euh, Alexandre. proche d'Alexandre. OK. Parce que ça en est une rue qui est bien Ouais. hardcore. Ah, c'était hardcore pour vrai. Genre, les gars qui restaient en face de chez nous, ils ont essayé une couple de fois de rentrer chez nous par effraction. Genre, tout pour comme. T'imagines-tu, là? Genre, moi, je suis toute seule, là, dans cette situation-là, là, chez nous, pis t'as ces gars-là. Asti. Mais en tout cas, tu sais, dans ce moment-là, ce que je faisais, puis qui m'aidait le plus, c'est qu'il y avait une maison de sœurs proche de là. Puis moi, je me suis rendue là une fois, puis je leur ai demandé de l'aide, tu sais, parce que qu'est-ce qui m'aidait aussi beaucoup, c'est ma foi. Puis ils ont essayé comme de me materner un peu, puis tu sais, ça me faisait du bien de ne pas être toute seule en toute seule. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'ils m'ont présenté à un prêtre catholique. Puis lui, c'est un Africain, tu sais, puis j'ai eu des très belles discussions avec lui, puis tu sais, il m'a aidé à me nourrir aussi. Puis ils ont essayé de m'aider, puis blablabla. Puis un moment donné, il m'a dit j'aurais une place pour toi dans un couvent, tu pourrais habiter là, gratuit, nourrir, puis tu sais, en même temps, tu pourrais vivre ta foi là, tu sais. Puis les sœurs m'ont accueilli comme ça. Donc j'ai pu partir comme ça, prendre mes clics puis mes claques. Je suis partie au couvent de sœurs. Puis encore une fois là-bas, j'ai vécu de quoi c'est pas correct. Il y avait un cuisinier attitré là-bas. Puis lui, comme la première fois qu'il m'a vu, il m'a dit moi, des jeunes filles comme toi, ça m'excite. Tu sais, il m'a dit des affaires comme ça. Puis j'en ai parlé. Il y avait une jeune qui travaillait là, elle était comme à l'accueil du monastère. Puis j'en ai parlé. Genre, je sais, comme Sabrina, comme je sais que c'est vrai. Il a fait ça avec moi, puis il fait ça avec toutes les jeunes femmes qui croisent. Moi, j'étais comme, comment ça? Pourquoi qu'il y a personne qui fait rien? Tu sais, il est dégueulasse. Donc, tu sais, je me suis indignée vraiment beaucoup que ça arrive puis que personne ne fasse rien. Donc, je suis allée voir, il l'appelle la mère là, du monastère, c'est comme la boss. Là. Puis j'ai expliqué la situation, j'ai dit, là, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, il faut qu'il parte, là, ce monsieur-là. Puis elle m'a répondu, t'es une femme qui se prend pour un homme. J'étais genre, quoi? Parce que, What the fuck? ouais, non. Quoi, genre? Parce que moi, je me laisse pas comme traiter comme un objet sexuel, je me vois comme un homme. Tu sais, c'était ça que ça voulait dire, là, parce que moi, Parce ça que m'a tu revendiques, parce que tu prends parole, parce que tu dénonces. Aïe, aïe, aïe. ça Tellement. servirait contre moi, ils ont essayé. Puis là, quand j'ai prononcé les mots, j'appelle la police. Là, ils ont capoté. Là, tu sais, ils ont essayé de me faire passer pour une folle, une cinglée. Puis, dans le fond, ça, c'était ma dernière soirée à Sherbrooke, OK? Moi, ce que j'ai fait, je m'en vais où, là, à cette heure? Parce que je me sac mon camp d'ici, là, c'est pas vrai que je vais endurer ça, tu comprends? Puis là, j'ai dit Québec. Et je sais pas pourquoi Québec, ça a popé de même dans mon cœur. Genre, j'étais enseignant, je m'en vais au Québec. J'ai décidé ça comme ça. J'ai appelé la maison Hélène Lacroix. C'est un shelter pour femmes victimes de violences à Québec, la 5 fois. OK. On s'accroche, puis tu sais, je les ai appelés. Je leur ai même pas expliqué mon background que je viens de vous expliquer. J'ai juste dit le cuisinier, qu'est-ce qu'il m'a fait, puis elle a dit tu t'en viens tout de suite. Tu sais. Puis j'ai pris mes clics puis mes claques encore une fois. J'avais un peu d'argent vu que j'avais de l'aide sociale. J'ai acheté un billet de bus de la station de Limaucourt là, au centre-ville jusqu'à la station de Sainte-Foy. Puis c'est de même que je suis arrivée à Québec. Puis le shelter pour femmes Hélène Lacroix, ils m'ont appelé un taxi pour m'amener jusqu'à la maison de femmes. Puis ils étaient vraiment bonnes avec moi. Tu sais, ils sont géniales, ces femmes-là. Puis ils m'ont vraiment beaucoup aidée. Ils m'ont accompagnée, ils m'ont justement expliqué les cycles de la violence. Tu sais, on faisait des ateliers à chaque jour là-dessus. J'ai appris beaucoup là-dessus. Il y avait une sexologue, il y avait une criminologue. Sont vraiment ça coche pour elle, là, cette place-là. Puis, tu sais, ils étaient très touchés aussi que j'ai eu tout ça aussi jeune. Là, parce que les intervenantes avaient mon âge, là, tu comprends? Ils m'ont vraiment aidé beaucoup. Puis, thanks God que c'était là pour moi. Tu sais, ça m'a vraiment... ça m'a sauvé, là, cet endroit-là, vraiment. Puis, eux autres,
Je suis restée dans la maison, dans la chambre, environ 6 mois. Puis après ça, eux autres, comment ils marchent, c'est qu'il y avait aussi une maison qui leur appartient, qu'ils louent comme une chambre aux femmes après, pour celles qui veulent. C'est là, ma vie a commencé à aller mieux. On dirait que quand je suis arrivée à Québec, c'était un renouveau complet, puis là, ça commençait enfin à aller mieux pour moi, puis je commençais enfin comme à reprendre le dessus, puis à me faire un réseau, puis tout, puis là, j'étais à 5 fois dans un appartement qui appartient à la maison Hélène Lacroix, qui me louait vraiment pas cher pour nous aider à nous replacer dans la vie un peu. Mais ça, cette ressource-là, j'avais accès pendant environ 6 mois. Moi, mon but, c'était d'aller au cégep en musique. Quand j'habitais là-bas, je me suis trouvé un prof de musique, puis il m'a aidé comme pour passer l'audition et tout, puis passer les tests pour être accepté. Je travaillais fort là-dessus. C'était vraiment mon projet de vie. Puis j'étais fière de moi parce que j'avais appris la théorie en comme 6 mois. Moi, j'ai été acceptée au Collège Notre-Dame-de-Foix, CNDF. Après, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée rester aux résidences du collège. Petite chambre miteuse, c'était... Ça aussi, cette période-là, c'était pas très cool. Vivre dans cette chambre-là, je restais là les fins de semaine aussi. Là. J'allais pas chez mes parents les fins de semaine comme la plupart des autres. Hein. Mais je suis reconnaissante parce que j'ai appris énormément de théorie là-bas. J'étais en chant, puis les cours de chant sont géniaux, là, vraiment. J'ai tellement développé puis appris de belles choses que je suis vraiment contente. Mais j'ai comme... Ça devenait tellement... Tu sais, parce que déjà, les études, c'est dur, là, on va se le dire. Mentalement, là, santé mentale aux études, c'est pas facile. Là. C'est exigeant. C'est ça. Puis moi, déjà, ma santé mentale était comme... J'avais tellement d'autres choses à gérer. Je me suis rendu compte que ça marchait pas. J'étais pas prête à étudier. Puis je me rendais compte que ça, c'était en train de détruire un peu ma passion pour la musique. Donc là, j'ai fait non, c'est tellement ma bouée de sauvetage, cette passion-là, que je vais pas laisser rien détruire ça. Puis du jour au lendemain, je suis partie, j'ai dit, moi, je m'en vais du cégep comme ça. Il y avait une travailleuse sociale que je voyais régulièrement au collège. Elle m'a trouvé un endroit où aller rester à ce moment-là. C'est Maison Marie-Frédéric. Je suis restée là à peu près une semaine, même pas. Puis il y avait une jeune fille qui était là depuis un bon bout, je crois, puis elle était... Je sais pas pourquoi elle allait sticker sur moi comme ça, mais Elle était vraiment méchante, tu sais, elle parlait tout le temps contre moi, aux autres personnes, puis elle était vraiment stickée sur moi. Puis tu sais, il y avait du monde qui était gentil avec moi dans cette place-là, puis il me le disait comme elle est folle, genre elle arrête pas de parler de toi, puis elle est tout le temps en train d'essayer de te détruire dans ton dos, tu sais. Puis moi, j'avais rien fait, je la connais même pas, tu sais, c'est vraiment n'importe quoi. Puis ils m'ont foutu dehors parce qu'ils disaient que c'est moi qui foutais la merde. Ouais, ils m'ont. Ça, là, aussi, là, c'était tellement dégueulasse, là, qu'est-ce qu'elle m'a fait là-bas. Désolée, mais je la porte pas dans mon cœur, là, cette femme-là. Mais non, elle m'a dit, là, Sabrina, à cause de toi, là, il y a de la merde qui se passe. J'étais comme, quoi, là? Tu sais, moi, je fais pas chier personne. Je suis juste comme là, puis elle tilt sur mon cas, là. Ça se revire contre moi. Puis ils m'ont dit, t'as 20 minutes pour partir. Comme ça. Puis ils ont mis tout mon stock dans des sacs de poubelle noires, puis ils ont mis ça au grenier dans la maison. C'est tellement pas éthique, tu sais, je veux dire, on est tous humains, on a tout le droit à... Tu sais, je dis pas que tu es en erreur, là, c'est pas ça que je dis, mais tu sais, même si, tu sais, je veux dire, on a tous droit à l'erreur puis à une seconde chance, tu sais. C'est Mais de dégueulasse. traiter les gens comme ça, tu sais, moi, je trouve que c'est de s'en permettre large, en mot à dit, on devrait minimalement avoir l'éthique d'aviser les gens au moins une semaine d'avance, là. Je peux pas croire, là. J'ai été obligée
Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai pas eu le choix de me trouver un autre endroit où habiter. Sinon, j'étais dans la rue. Ils m'ont foutu dans la rue. Puis j'ai pas eu le choix d'aller nulle part d'autre que le YWCA. Il y a beaucoup de sans-abri qui se ramassent là. C'est comme une chambre. J'ai pas eu le choix de me ramasser là, tu sais. Puis moi, j'arrive, je suis comme un chaton, genre parmi les... Tu sais, il y a beaucoup de monde là-dedans qui ont des gros, gros, gros problèmes de consommation, des vrais gros problèmes de santé mentale. Puis moi, j'arrive, je suis comme... Tu sais, c'était horrible là, comme expérience. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, il y avait une intervenante qui m'avait été attitrée au YWCA, puis là, c'était un amour, puis tu sais, j'ai raconté ce que j'ai vécu chez la Maison Marie-Frédéric, puis elle m'a dit exactement la même chose que quand ça m'était arrivé dans le passé, elle m'a dit ça n'a pas de bon sens, tu veux que je t'aide à faire des démarches judiciaires, on va la poursuivre, puis tout, puis moi, j'ai répondu à mon affaire, je vais regarde. Moi, je laisse la vie s'en occuper, là, j'ai pas d'énergie à apporter à ça, là, tu sais, je suis détruite, là, tu sais, j'ai pas... J'ai zéro énergie à faire des démarches judiciaires. Là, Mais tu sais, elle capotait que la boss de la maison Frédéric m'avait fait ça, elle capotait. Là. Puis elle, cette intervenante-là, elle m'a vraiment beaucoup aidée. C'était qui cette Oui, intervenante-là? C'était-tu comme une travailleuse de rue, quelque chose comme ça? ben, c'était une intervenante dans le YWCA. Je sais pas c'est quoi le titre officiel. Là. OK. Elle essayait de m'aider du mieux qu'elle pouvait m'écouter. Puis m'aider aussi à m'en sortir, à trouver un appartement, avoir de l'aide sociale, tout ça, tu sais. Ça a-tu été facile, la cohabitation avec les autres gens qui étaient à la ressource de YWCA? C'est l'enfant. Tu sais, OK. parce que à un moment donné, j'ai eu une chambre toute seule, mais au début, tu es obligé d'avoir une chambre avec quelqu'un d'autre que tu connais pas. Puis que c'est probablement quelqu'un qui est pas tout là, ou tu sais. Tu sais, fait que c'était vraiment, vraiment rough, là. Je m'étais fait un ami à la maison Marie-Frédéric. Je suis sortie avec un peu après, là, mais tu sais, ce gars-là, une chance qu'il était là à ce moment-là. Il a comme été mon ange gardien, pour vrai, parce que tu sais, j'allais pas bien, là, vraiment pas. Là. J'étais bas, bas, bas dans ma dépression. Là, puis avec raison, là, avec tout ça, tu sais. Puis lui, il est arrivé dans ma vie à ce moment-là, puis tu sais, il était avec moi tous les jours, puis il essayait du mieux qu'il pouvait de m'aider, puis une chance qu'il était là. Puis il m'emmenait dans sa famille. Puis là, j'ai connu un de mes meilleurs amis, son frère. Puis sa famille, c'est vraiment du bon monde. Puis tu sais, il était très touché de ce que je vivais aussi. Puis tu sais, il m'aidait beaucoup. Puis il m'encourageait dans ma musique et tout. Fait que cette famille-là, ils ont vraiment été une source de lumière dans toute cette noirceur. Puis je suis encore vraiment proche d'eux, là. C'est des très bonnes personnes. Ils m'ont aidé aussi à faire les démarches pour me trouver un appartement. Fait que j'ai fini par me trouver un appartement ou le terminus des Saules. Je me suis trouvé un petit appartement là, puis je suis restée là quand même 2 ans. Puis là, enfin, comme je reprenais encore plus le dessus sur tout ça, puis je me suis trouvé une job. Je voulais te demander, Ouais. parce que tu sais, avais mentionné être avec un conjoint violent, puis tu veux pas, ta famille dit ça n'a pas été facile. Mhm. Comment tu as réagi, te matcher avec un gars que c'était une relation saine? Ça a-tu été facile ou s'il y a eu une adaptation? Ah, ça a été très difficile. Tu sais, je sais que ce gars-là, il est super gentil, mais j'étais incapable d'y faire confiance. C'est pour ça que la relation a pris fin. J'étais juste incapable d'y faire confiance. Et j'ai beaucoup trop de blessures que l'autre m'a faites qui sont pas guéries encore. Puis, ouais, malheureusement. Mais tu sais, j'étais en bon terme avec aujourd'hui. Puis son frère, c'est genre mon meilleur ami. Puis tu sais, ils sont super proches les deux. Puis tu sais, on a fini par régler ça, mais comme j'étais juste incapable d'y faire confiance. Ben, c'est Ouais. sûr que quand tu as été trahi souvent dans ta vie, c'est difficile de faire confiance. C'est tout à fait normal. Ça prend du temps. Puis, Mhm. Non, c'est une bonne personne, mais ça marche pas, tu sais. Es-tu resté longtemps dans ton nouvel appartement? Oui, c'est ça, j'étais restée, puis j'étais bien là-bas parce que j'avais un bois en arrière, puis moi, j'adore ça aller dans la nature, fait que j'allais à tous les jours, j'allais me promener dans le bois, puis c'était très thérapeutique pour moi, puis tu sais, à ce moment-là, j'ai repris le dessus, puis ça allait bien enfin, là, pour vrai.
Puis je me suis fait des amis, je me suis trouvé une job au Capitole de Québec. Puis là, je me suis fait un réseau d'amis, je me suis trouvé une job au Café Félin. Tu sais, puis ça allait comme... Enfin, je sentais comme de la stabilité, puis que j'étais plus en mode survie tout le temps, là. Tu sais, enfin, je commençais à aller bien pour vrai. Puis je me suis trouvé une job aussi au Sunrise. J'ai encore cette job-là. Le Sunrise, c'est comme un disquaire, là. C'est le magasin de vinyle puis de CD. Puis c'est vraiment le fun comme job. J'aime ça. Puis je travaille encore là depuis tout ce temps, malgré toutes les épreuves que j'ai aussi. Puis, tu sais, je me suis fait des amis là aussi. On a vraiment une belle équipe là-bas. Puis, dans le fond, malheureusement, il m'est encore arrivé une épreuve difficile. Ça, c'était avant que j'arrive au centre Jacques-Cartier. Il y a un gars qui est venu emménager dans mon bloc, mais juste au-dessus de mon appart. Puis c'est ça s'est vraiment mal passé avec lui. Une fois, moi, dans le fond, j'étais dans les démarches pour pouvoir venir habiter au centre Jacques-Cartier. Puis comment ça marche ici, c'est qu'on a des listes d'attente. Fait que ça peut être long parfois et tout. Puis tu sais, on fait des démarches pour ça. Puis tu sais, j'allais aux rencontres. Puis je voulais vraiment venir habiter ici. J'avais vraiment hâte d'habiter ici. Puis c'est un moment donné, je fumais une cigarette dehors avec un de mes amis. Puis là, ce gars-là, Hotman, il est venu dehors. Puis, tu sais, il avait l'air tout gentil, puis tout. Puis il était comme, hey, voulez-vous venir chez nous, prendre, tu sais, chiller, on va jouer aux cartes, on va ben relax, on va avoir du fun. Puis, tu sais, moi, à ce moment-là, je me suis dit, j'étais avec un ami de gars, c'est déjà moins pire que si j'irais jamais toute seule. Il m'avait donné une fausse bonne impression, tu sais. Je referai plus jamais cette erreur-là. Mais c'est ça, là, on est monté chez lui, puis c'est devenu vraiment fucké, vraiment vite. Puis il me disait des affaires, il me disait qu'il écoutait mes conversations quand que je parlais avec des gens chez nous, qui étaient capables d'entendre ce que je disais. C'est parce qu'il m'avait dit, t'as laissé ton chum, tu sais, à ce moment-là. Puis je lui ai dit, comment t'as su ça? Il m'a dit, ben, j'entends ce que tu dis, je suis capable d'entendre ce que tu dis. Tu sais, il était vraiment, vraiment, vraiment freak, vraiment. Puis il me disait qu'il était en amour avec moi. C'était la première fois de ma vie que je parlais. Il me disait qu'il était totalement en amour avec moi, puis il a essayé de m'embrasser, puis il m'a agressé sexuellement de force, là. Mais t'avais ton ami de gars qui était avec toi? Ouais, mais c'est que, tu sais, ce gars-là, il est Asperger. Lui aussi, il a un background de violence, malheureusement. Tu sais, je l'ai rencontré au centre Jacques-Cartier, là. Tu sais, quand ça s'est arrivé, quand l'agression est arrivée, lui a figé. Il a comme rentré dans son choc post-traumatique, je pense, puis il a juste figé, puis il savait pas trop. Il Il savait savait pas pas quoi comment. faire, il était complètement Ouais, démuni. Il a vraiment c'est eu ça. une réaction de stress intense qui l'a gelé. C'est ça, exact. Fait que il m'a pas été d'un grand secours à ce niveau-là, mais tu sais, finalement, on est parti, puis j'ai même dû me battre physiquement avec Hotman là, pour qu'il me lâche, tu sais, puis que c'est ça. Mais tu sais, une chance que cet ami-là, il était là. Une chance que j'ai pas vécu ça toute seule, parce que lui, quand il a vu ça, il était vraiment un bon ami, là. Il restait avec moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec moi, parce que ça a pris un mois avant que la police l'arrête. Ça a pris un mois avant que la police arrête le gars, puis c'était l'enfer parce qu'il me traquait. Mais nous, on a fait une plainte à la police le soir même. Puis les policiers, je sais pas à quoi ils pensaient, mais on dirait qu'à ce moment-là, il a dû faire de quoi, mais tu sais, ils m'ont pas fait remplir de rapport, ils m'ont juste posé des questions, puis ils m'ont dit s'il y a de quoi d'autre, tu rappelles, tu sais. Puis le lendemain, moi, je m'en allais à mon travail, puis mon ami était avec moi. Puis là, Hotman, il nous a suivis à mon travail aux Galeries de la Capitale, il nous a suivis. Puis, tu sais, il était comme, tu trouvais ça bien drôle de nous faire peur de même puis de nous traquer comme ça. Donc là, on a rappelé la police. Il y a des caméras aux galeries, donc on a des preuves qu'ils étaient venus nous voir. Puis on a prévenu la sécurité des galeries aussi.
Puis moi, ben, à ce moment-là, j'ai pas eu le choix d'arrêter de travailler parce que ben vraiment, c'était vraiment stressant ce que je vivais. J'avais zéro la tête à travailler. Puis deuxièmement, ben, ils me poursuivaient à ma job, donc c'était juste pas safe pour moi d'aller travailler. As-tu de l'aide de l'IVAC quand ça s'est arrivé, j'espère? Oui, oui, c'est ça, dans le fond. En ce moment encore, j'ai de l'aide de l'IUAC, puis une chance qu'ils sont là, mais c'est ça. C'est pendant un mois, un bon gros mois, j'étais sur le qui-vive, puis j'ai pas dormi chez nous parce que lui, comme je l'ai dit, il habitait juste au-dessus de chez nous. Donc, je n'allais pas chez nous, j'habitais chez mon ami pendant un mois. Puis, dans le fond, tu sais, on avait beaucoup de preuves vidéo, on avait plein de preuves que, mettons, je marchais dans la ville, puis là, il arrivait, tu sais, il nous poursuivait vraiment, c'était vraiment un freak. Puis moi, à chaque fois, je prenais des vidéos, puis mon ami aussi, puis à chaque fois, on appelait la police. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont fini par l'arrêter, genre. Puis là, ils m'ont dit que il avait fait ça à d'autres filles aussi, que j'étais pas la seule. Puis même qu'il avait essayé d'entrer par effraction chez une de mes voisines dans mon ancien bloc. Puis des choses comme ça, pas possible. Donc là, ils l'ont arrêté. Puis là, enfin, là, tu sais, je l'ai plus dans mes pattes, là, ce parasite-là, puis je vais pouvoir comme enfin dormir, là, parce que c'est stressant comme situation. Tu sais pas qu'est-ce qu'il est capable de faire, c'est pas, tu sais. Puis nous, on faisait à chaque fois ce qu'il fallait faire, on appelait la police, tu sais, je veux dire, rendu là, les derniers policiers qui sont venus m'interroger, ils se sont excusés, ils m'ont dit qu'il aurait dû être arrêté le soir même, là. Puis ils s'excusaient qu'ils avaient pris un mois avant que quelqu'un vienne m'aider, avant que la police vienne m'aider. C'est quoi les raisons qu'ils t'ont données comme pourquoi il n'a pas été arrêté ce soir-là? Honnêtement, il n'y avait pas de raison. Il n'y avait pas assez de preuves ou whatever, mais tu sais, juste un événement comme ça, t'arrêtes le gars et tu l'interroges, là, je sais pas, là. Les policiers que j'ai pognés en dernier, c'était vraiment des vrais bons policiers, puis que, ils se sont excusés, ils m'ont dit là, ce qu'on fait là ce soir, remplir le rapport, ça aurait dû être fait la première soirée. Ils m'ont dit là, il était comme 3 heures du matin, puis on l'a appelé parce que l'autre freak, il venait cogner chez moi, tu sais. Puis il essaie de rentrer chez nous, tu sais. Que ces policiers-là, ils se sont excusés, ils m'ont dit qu'ils auraient dû faire leur job il y a un mois. J'étais genre, au moins, vous autres, vous êtes là, ça guess, tu sais. Puis le lendemain matin, à genre 7 heures du matin, l'enquêteur, elle m'appelle, puis elle me dit, on va l'arrêter live. Depuis, à t'inquiéter avec ça. Puis, tu sais, moi, comme je vous dis, dans ce moment-là, j'étais dans des processus pour venir habiter au centre Jacques-Cartier. Donc, je les ai informés de ce que je vivais. Puis, tu sais, vu que c'est une situation d'urgence, j'ai pu venir emménager tout de suite, vu que je passais comme en priorité sur la liste d'attente. Après, j'étais comme, au moins, cette situation-là m'amène de quoi de beau. Au travers de tout ça, tu sais, j'ai pu venir emménager ici rapidement. Puis, tu sais, ici, j'étais en sécurité, tu sais. Il y a un surveillant d'immeuble, j'ai des amis ici, il y a tout le temps des intervenants la semaine, tu sais, c'est super sécuritaire, tu sais, je crains absolument rien ici, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'était un gros soulagement pour moi, puis enfin, là, j'étais comme plus en mode survie. Là, ça fait combien de temps que tu résides à cette maison-là? Un an et demi, ouais, un an et demi, Ah, ben quand même. ouais. Puis là, enfin, j'ai comme mon appart, que je suis vraiment bien dedans, qui est pas cher, que je suis super bien entourée. Tu sais, c'est l'organisme parfait pour moi ici, pour mes projets de vie. Tu sais, il m'aide là, dans mes projets artistiques, puis c'est parfait pour moi en ce moment être ici. L'enquêteur, elle m'a fait une demande à l'IVAC, puis ça a été accepté. Fait que je reçois de l'aide de l'IVAC depuis ce moment-là, puis tranquillement, pas vite, j'essaie de guérir de tout ça. Tu sais, j'ai été tellement en mode survie pendant des années, des années, des années, que là, maintenant, vu que je suis vraiment stable puis en sécurité pour de vrai, mon corps puis mon cerveau a comme fait burn-out total. J'étais même plus capable de prendre ma douche, de me faire à manger. C'était trop. Mon corps a juste comme
qui a lâché. Dans le fond, c'est comme si tu as été stressé trop longtemps. Mhm. Puis là, ben, le stress a tombé, mais l'énergie a tombé avec. Exactement. Tu sais, quand t'es sur l'adrénaline, ça donne de l'énergie, mais ça t'engobe autant, on dirait. Mhm. Oui, ce que tu as en énergie aujourd'hui, tu vas le payer demain, après-demain, etc., jusqu'à temps que ton stress chronique finisse par arrêter. Exactement. Fait que je sais que je suis pas sortie du bois avec ça. Puis là, tu sais, encore aujourd'hui, tu sais, c'était pas tant une bonne journée pour moi, mais tu sais, un jour à la fois, tu sais, j'ai des journées que ça va super bien, mon énergie est là, d'autres journées comme aujourd'hui que ça va pas, puis je vais commencer une thérapie dans pas long. Ça, je suis vraiment contente parce que ça fait 3 ans que je cherche une psychologue, puis qu'ils me répondent toutes qu'ils n'ont pas de place, puis ils me répondent toutes que les attentes. Puis elle, la journée que je l'appelle, mais je m'attendais pas à ça, mais elle me répond tout de suite, puis tu sais, elle va vraiment pouvoir m'aider, puis je la rencontre dans 2 jours. Fait que j'étais comme, C'est ah, excellent, ça. enfin, là, pour vrai, là. La Wow. vraie job va commencer, là. Exactement. Puis tu sais, moi, j'ai foi en la vie, puis je suis comme rendue à ce moment-là, vraiment, tu sais, d'être en transition avec tout ce passé-là, puis toutes les répercussions, parce que oui, ce passé-là, c'était vraiment rough, mais je vis beaucoup de répercussions aujourd'hui, puis c'est vraiment rough aussi, là. Tu sais, je peux pas travailler, je suis en arrêt de travail, moi, là. Je peux pas me consacrer à mes projets, là. Tu sais, mon projet, ça va être de guérir de tout ça, là. C'est dur à vivre, là. C'est dur à accepter, là. Ah oui, puis il y a des journées, des up and down, des journées que ça va mieux, des journées que ça va moins bien. Puis je pense que l'important, c'est de pas se mettre de pression, puis d'aller à notre rythme. Puis tant mieux si enfin tu peux avoir de l'aide que tu as besoin, parce que malheureusement, c'est pas accessible suffisamment pour tout le monde. Fait que je suis vraiment Mhm. contente d'apprendre que ça s'en vient pour toi aussi. Ah, moi aussi, tu sais, puis c'est urgent, je sais, parce que, tu sais, je vis un choc post-traumatique aussi, là. Quand il y a quelque chose qui déclenche mes traumas, toute l'émotion de détresse revient, puis c'est insupportable, là. Puis là, je vois noir, là, tu sais, j'ai besoin d'aide, là, j'ai besoin d'un spécialiste qui m'aide à guérir ça, là. Puis, as-tu un médecin de famille aussi qui te suit? Ouais, ça, je suis très chanceuse aussi. J'ai un médecin de famille qui est super, puis qui est vraiment une bonne personne aussi, puis qu'il m'aide, puis une chance qu'il est là, puis c'est lui, à chaque fois que j'y parle, il me dit là, arrête de te sentir coupable. Parce que moi, justement, tu parlais pas de se mettre de pression, mais c'est dur parce que, tu sais, moi, je sais que je suis quelqu'un qui a de la drive, puis qui a plein de projets, puis qui a plein de choses que j'aime faire dans la vie, puis là, je peux pas les faire parce que mon projet, c'est de guérir. Puis quand je suis dans les moments que tu sais, je suis dans mon pic de high, tu sais, je me mets plein de trucs dans mon agenda, 36 000 affaires, puis je suis comme, ouais, là, ça va bien aller. Puis finalement, journée qui s'édanche jusqu'à la dernière heure, puis là, je me sens mal. Puis des fois, les gens aussi, c'est dur à comprendre pour eux, tu sais. C'est ça que j'ai vécu aujourd'hui, tu sais, une fille que c'est mon amie, que je vais aller prendre des photos avec elle aujourd'hui, mais finalement, j'ai juste pas été capable de me lever de mon lit aujourd'hui, là. C'était une mauvaise journée. Puis elle m'a répondu, là, ça fait une couple de fois que ça t'arrive, là, puis je suis plus capable d'endurer ça, puis tout. Puis je suis malade, là. Tu comprends? Je Mm. suis malade en ce moment, là. Il manque d'empathie un peu de C'est leur ça. côté. Puis c'est dur à vivre parce que déjà que moi, je me mets de la pression de me faire répondre ça, je me sens coupable, tu comprends? Alors que j'ai pas à me sentir coupable, là. C'est comparable à, mettons, quelqu'un qui a la jambe dans le plâtre, puis qu'il y a des journées, mettons, qu'elle a plus d'énergie pour faire de quoi, mettons, avec ses amis ou whatever qui, mais qu'il y a des journées qu'elle est juste pas capable de sortir puis rien faire, puis que là, quelqu'un lui dit, ben là, on était censé faire de quoi, tu sais. Mais là, excusez, il faut que je guérisse ma jambe cassée. Mais moi, c'est ça, mais c'est encore plus compliqué, là. C'est cassé dans mon cerveau, là. C'est ça, ça paraît pas. Les gens ont de la misère à comprendre dans ce temps-là. Mais c'est quoi les valeurs qui t'ont guidé dans tout ton parcours? Bonne question. La foi, ça, je l'ai Ouais, compris. clairement. Puis la foi en la vie, tu sais,
que malgré tout ça, tu sais, il y a tout le temps des belles personnes, il y a tout le temps des belles choses, que, tu sais, que moi, je suis une belle personne, puis je le sais, tu sais, puis que je mérite de me battre pour qu'un jour ça aille bien, tu sais. Ces valeurs-là, moi, je dirais que c'est ben, les valeurs qui sont les plus importantes pour moi. L'authenticité, l'empathie, l'amour, le partage, les passions. C'est toutes des choses que je sais que moi j'ai, puis comme que je mérite de me battre pour moi-même, mettons. C'est des bonnes valeurs, mais tu sais, en même temps, les passions, moi, j'ai été musicienne pendant longtemps. Dans la passion, il y a tout le temps un peu de souffrance aussi, hein. Ouais. Autant que la musique m'a aidée, autant qu'il y a eu des périodes où j'étais sous le bord de la psychose. Mm. Tu sais, j'ai fait des conneries pour me donner de l'inspiration pour faire de la Mhm. musique. Puis là, je Mhm. consommais par-dessus ça. Fait Mhm. que, il y a eu plusieurs fois où j'ai failli tomber en psychose à cause de ça. Mais tu sais, il y a vraiment des gens qui sont capables de vivre leur passion sainement, puis que leur Mhm. passion soit pas trop reliée à leur estime d'eux, que ce soit comme un peu indépendant, qu'il n'y ait pas juste une chose qui définit leur identité. Puis il y avait Mhm. des personnes comme moi qui s'étaient bâties toute une identité alentour d'une passion mélangée avec la maladie. Puis il y avait quelque chose, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Je pense que c'est une passion obsessionnelle. Parce que quand tu OK. arrêtes de la faire, ton estime de soi, elle descend. Mm. Ça Mhm. change la manière que tu te perçois. Mhm. Fait qu'en tout cas, moi, personnellement, la passion, autant ça m'a aidé, autant ça m'a nui, autant ça m'a redirigé vers d'autres choses. Puis tu sais, moi aussi, je fais du stress post-traumatique. Puis OK. quand j'ai commencé à prendre ma médication pour le contrôler, toute la partie artistique de moi, ça l'a coupé. Non, non. Je crée plus. Ben, il y a eu une partie où ce que je prenais des médicaments, puis je continuais à fumer du pot puis à boire. Fait que ça, pendant ce temps-là, j'ai composé encore un peu. Mhm. Mais en 2020, j'ai complètement arrêté ça. Puis là, Ouais. ben, quand j'ai arrêté de consommer, puis que j'étais juste sur les médicaments, ben là, j'ai arrêté de composer. J'avais plus d'inspiration. C'est triste. Mais je suis rendue étudiante, puis j'ai développé d'autres projets, tu sais, comme le projet podcast est né un peu avec ce contexte-là, tu sais. OK. Fait que, tu sais, il y a d'autres choses qui prennent le dessus à un moment donné. Mais c'est ça, les médicaments, pour moi, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses, mais Mhm. c'est ça, j'avais une personnalité bien intense. Là, je suis rendue vraiment, vraiment, vraiment stable. Trop stoïque Mhm. des fois, même par bout. Ouais. Mais je suis fonctionnelle, puis je suis heureuse comme ça. Fait que, C'est important. oui, ça a été long avant que je fasse le choix. Mais un coup que je l'ai fait, puis que j'ai pris la peine de m'engager dans cette voie-là pendant un bon bout de temps, des années, ben là, Mhm. je suis en train de récolter les bénéfices. Fait que, Cool. C'est le fun d'entendre. ben, ça fait plaisir. On est là pour ça. On écoute ton histoire, mais on essaie un peu de partager la nôtre aussi Mhm. pour donner et agrandir les possibilités, si je peux dire ça comme ça. Mhm. En tout cas, c'est vraiment un beau projet, le podcast. Merci. Mais tu sais, Mm. ce que je retiens aussi de ton histoire puis que je trouve touchant, c'est de ne pas perdre la foi puis de garder toujours l'espoir. C'est Mm. vraiment ça que je trouve Mm. qui est vraiment parlant de ton histoire puis je te trouve belle à entendre. Tu sais, je trouve ça beau le cheminement que tu as pu faire puis que tu sois là avec nous pour nous en parler. Je suis vraiment reconnaissante de ça puis je suis vraiment contente de voir que tu es justement en train de prendre soin de toi, puis que tu respectes tes limites, justement. Tu sais, moi, souvent, quand il y a des gens qui me disent Hey, aujourd'hui, je peux pas venir, ben, tu sais, je leur dis merci de prendre soin de toi aujourd'hui, puis on va se reprendre quand que tu vas être disponible. Fait que pour ça, Mhm. juste merci de t'occuper de toi, puis d'apprendre Mm. à t'aimer comme tu es avec toutes les belles qualités que tu as.
malgré les difficultés qu'on a vécues, c'est ce qui malheureusement nous rend plus forts aujourd'hui aussi. Mais Ah oui. tu avais 3 souhaits que tu pouvais adresser pour changer le système ou pour aider d'autres jeunes, ça serait quoi? Je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui parlent de ces réalités-là, tu sais, que des jeunes peuvent vivre. Tu sais, je suis pas la seule. Tu sais, que ce soit plus mis de l'avant dans les médias au lieu de toujours montrer la partie belle de la vie. Pour moi, c'est fake, tu sais, parce que il y a du monde qui souffre pour de vrai, puis c'est partout, là. Je sais pas qu'il y a un changement là-dessus de qu'on parle plus de santé mentale, qu'on parle plus de tous les problèmes, tu sais, puis ça soit moins tabou. Je pense que ça aiderait bien les gens, tu sais, à s'aider eux-mêmes, là. Puis concernant la santé mentale, justement aussi, tu sais, moi, j'ai dû aller en psychiatrie, tu sais, puis c'était pas, honnêtement, je pense pas que ça m'a aidé tant que ça, là. Fait que s'il y aurait des changements à apporter à ce niveau-là, je pense que ça aiderait pour de vrai les jeunes qui vivent des choses comme ça. C'est pas juste les bourrés de pilules ou les enfermer, mais tu sais, qu'il y ait un réel suivi. C'est comme tu disais tantôt, mettons, des intervenants qui viennent chez quelqu'un. Puis tu sais, moi, je sentais pas que c'était très humain comme approche non plus. C'était froid, c'était... Honnêtement, c'est pas ça qui m'a aidé le plus dans mon cheminement. Puis, tu sais, mon père aussi, il disait n'importe quoi aux médecins puis aux intervenants, tu sais. Fait que moi, il me croyait pas, tu comprends? Hmm. Puis qu'on croit les jeunes aussi. Tu sais, puis j'en connais d'autres jeunes qui n'ont pas été crus aussi ou qui n'ont pas été validés dans ce qu'ils vivaient, tu sais. Un autre souhait qui pourrait être changé. Tu parlais tantôt beaucoup, tu sais, moi, il y a 2 choses que tu nommes qui m'inspirent beaucoup. Tu parles beaucoup de l'art, fait que, tu sais, ça me fait penser à tout ce qui est l'art-thérapie, l'intervention avec le médium de l'art pour justement faciliter les discussions puis Mhm, aider la personne à s'extérioriser de différentes mhm, formes. Puis tout ce qui touche la nature, il y a de plus en plus d'approches par la nature, l'aventure. J'ai comme l'impression qu'en t'écoutant, si on t'aurait proposé ça plus tôt dans ta vie, peut-être que ça aurait pu avoir un mhm. impact significatif pour toi aussi. Tu sais, juste d'aller prendre une randonnée en forêt avec un intervenant, puis on se parle en marchant dans un endroit qui est pas confrontant, qui est pas menaçant. Des fois, ça te permet d'avoir des discussions aussi. Fait que ça me faisait penser un petit peu à ça. Ça m'inspirait beaucoup, hein, ce que tu disais. Non, je trouve que c'est une très bonne idée que tu dis parce que je pense que ce qui me faisait beaucoup de mal, c'est l'inhumanité, comme des hôpitaux ou des trucs CLSC, hôpital, tu sais, c'est comme t'es un patient, non, mais on est des humains, puis tu sais, c'est ça, tu sais, que ça soit plus humain, l'approche, je pense que puis qu'on essaie de plus valider les gens, tu sais, c'est important, puis tu sais, moi, c'est arrivé plusieurs fois que je me sentais pas validée ou parce que je suis jeune, tu sais, parce que mon père a dit telle chose, tu sais, on m'écoute pas, on me valide pas. Mais ça, il y a Ouais. des belles innovations qui se font au niveau à Montréal, là. C'est comme moi, je participe à la formation de la relève des étudiants qui sont en faculté de médecine. Puis OK. dans le fond, on leur donne des ateliers sur l'approche partenariat patient. Puis ça, dans le OK. fond, c'est d'impliquer plus le patient. Tu sais, au lieu que le professionnel de la santé dit, ben, ton plan d'intervention, c'est ça, puis tu fais ça. Ben, tu sais, l'intervenant va plus prendre en compte ton projet de vie. Qu'est-ce que tu vis Mhm. dans ton quotidien? Puis il va Mhm. vraiment essayer d'aller cibler avec toi, c'est quoi les objectifs qui te tiennent vraiment à Mhm. cœur puis que tu veux travailler. Fait que, tu Exactement. sais, il y a des belles innovations qui se font. Mais tu sais, un changement Mhm. de culture, c'est long. C'est ça. C'est sûr, Fait c'est long. Mais tu sais, d'en parler, mettons, tu sais, là, on est à l'heure des réseaux sociaux, tu sais. D'en parler ouvertement dans les réseaux sociaux, ça fait le tour du globe. Tu sais, puis tout le monde est plugué là-dessus. Fait que ça serait, je pense que ça serait quand même une bonne façon de changer des choses. ben, c'est pour ça qu'on existe, c'est pour ça qu'on est sur Ouais. Internet, mais c'est sûr que la visibilité, tu sais,
il y a trop de poissons dans l'océan. Il y a trop de monde sur Internet. Fait que, tu sais, des fois, on est favorisé par les algorithmes. Des fois, on l'est pas. Souvent, on l'est pas. Fait que, tu Mhm. sais, on fait ce qu'on a à faire, puis on espère qu'à un moment donné, ça va déboucher. Mais bon, Mhm. si tu avais un message à transmettre aux autres jeunes qui ont passé par la DPJ ou qui ont été échappés par le système, ce serait quoi leur message que tu voudrais leur livrer? Que même les pires moments, ça finit toujours par passer. Peu importe c'est quoi, même si c'est très long, tu sais, moi perso, ça a été péniblement très long. Puis là, je commence à voir la lumière au bout du tunnel, tu sais, ça, peu importe c'est quoi, ça va toujours finir par passer. Moi, cette pensée-là m'aide vraiment énormément beaucoup quand je vis des moments difficiles, tu sais. Le nuage, il finit tout le temps par passer, puis après, il fait soleil, tu sais, c'est quétaine, mais c'est vrai, là. Puis ça l'aide à faire accepter les choses plus facilement aussi pendant qu'on les vit. Mhm. Ce qui est dur quand on les vit, on est tellement dedans on se noie dedans. Puis là, on voit plus il y a d'autres choses que ça qui existent, tu sais. Mhm. C'est dur dans ce temps-là d'avoir de l'espoir, tu sais. Puis, comme on disait, c'est l'espoir, c'est ça, là, le plus important dans ces moments-là. Faut jamais perdre espoir. Puis de se dire, ça va passer, je sais pas quand, mais ça va finir par passer. C'est, je pense que c'est un bon mindset. En effet, c'est un excellent mindset. Puis ton épisode, ça va avoir été un parcours très particulier. J'aurais jamais pu penser qu'il y aurait quelqu'un qui aurait été échappé comme ça par le système à ce point-là. Honnêtement, là, tu sais, on Mm. commence à avoir reçu pas mal de monde au podcast, là, puis avoir la DPJ qui te laisse filer entre ses mains comme ça, j'aurais jamais, jamais pensé voir ça. Tu sais, c'est des choses que j'entends parler en Europe, puis aux OK. États-Unis qui peuvent se passer. Tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui vivent la violence, puis qui s'en vont de chez eux, qui fuguent, puis qu'il n'y a pas vraiment de DPJ pour aller les chercher. Tu sais. Fait que, tu sais, j'ai déjà entendu Mhm. parler d'une fille qui a vécu dans un crack house pendant plusieurs Ouais. années, puis qu'elle, elle s'en était bien tirée, puis ça faisait partie de la réalité pour elle, tu sais. Mais des Ouais. histoires comme les tiennes au Québec, j'aurais jamais cru entendre ça. Ah ouais. Tu sais, c'est drôle que tu dises ça parce que justement, moi, c'est ma réalité. Fait que c'est que pour moi, c'est normal. Je pense qu'il y en a plus qu'on pense, en fait. Probablement. Tu sais, malheureusement, dans les médias, ce qu'on voit, c'est pas toujours beau. C'est quand Mhm. on les échappe, des fois, il arrive des drames, pour ne pas dire des infanticides, des meurtres d'enfants. Donc, Mhm. ton instinct de survie, toi, t'a emmené à te sauver puis à aller vivre ailleurs. Puis, Ouais. pour d'autres enfants, ça n'a pas été nécessairement possible. Fait que, Mhm. malheureusement, je pense qu'on échappe encore beaucoup trop, puis Mhm. on s'acharne sur des gens qui ont besoin d'aide, euh, puis qu'on s'acharne peut-être pas assez sur des gens qui ont réellement des grands besoins d'aide aussi. Puis, Mhm. bref, on espère vraiment qu'il n'y en ait pas d'autres qui soient oubliés ou qui soient mis dans les cracks comme ça, parce que c'est vraiment difficile, puis c'est dur. Ah, c'était. Tu peux vraiment être fier d'être qui tu es aujourd'hui, puis d'être où tu es dans ton parcours, parce que c'est tout à ton honneur, Non, pour surmonter merci. ça. Ça me touche droit au cœur d'entendre ça. C'est sincère. Mhm. Tu nous tiendras au courant. Le Avec plaisir. collectif des explacés, on est là pour ça. On est là pour fournir des ressources si jamais tu as besoin d'aide, des ressources supplémentaires. Donc, n'hésite pas à nous lâcher un courriel, quelque chose sur Facebook. Ça me fait plaisir. Ben, un gros merci pour ta participation, ton témoignage. Ça C'était me fait. vraiment enrichissant. Oh, ça me fait pleurer, là.
Mais c'est touchant aussi ce que vous faites, puis continuez comme ça. C'est vraiment important, en fait. Puis juste d'écouter les gens, là, ça change bien les choses des fois. Ça nous permet de relativiser beaucoup de choses. Mhm. Puis tout le monde mérite d'être entendu. Fait qu'en tout cas, on te remercie beaucoup d'avoir assisté à notre podcast. Puis on va te souhaiter une bonne continuité. Bye! Puis, Bye. bye.